Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce matin du lundi 29 août 2016 pour notre émission Talk Talk qui passe en direct sur LCF et City FM à 10h TU avec rediffusion le soir à 22h30 sur les mêmes médias et aussi sur le www.lcftogo.com. Ce lundi, nous recevons deux confrères. Ils ont pour nom Elom Atisogbe. Bonjour Elom. Bonjour Junior et bonjour LCF. Le second a pour nom Cyril Ametepe, tout le monde le connaît sous le nom de journaliste Monsieur Citoyen. Bonjour Cyril. Bonjour cher René, bonjour également tout le monde. Ok, dans la deuxième partie, nous aurons comme invité un consultant en banque et finance. Il est aussi politique, il a comme nom Jonas Komla Siliadin. Il a été chef du cabinet du Premier ministre Bouba Kodjo. Avec lui, on va parcourir tout ce qui constitue l'actualité politique et économique de ces derniers jours chez nous au Togo. Avant tout, mesdames et messieurs, voici la une des journaux. La une des journaux de ce lundi 29 août 2016, nous démarrons par le quotidien privé et Liberté. Liberté qui titre à sa une ce jour, malgré la baisse des actes de piraterie maritime et la non-contribution de l'UA, le Togo prend en charge l'organisation d'un sommet budgétivore. Les actes de piraterie maritime de plus en plus sporadiques dans les eaux africaines. Interview de Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition togolaise. Je crois profondément que celui qui veut la paix sans combattre n'a jamais la paix. Réforme, élection locale, impasse totale après le folklore et la grande agitation. Bassabi Kawara, président du PDP, pour nous, au PDP, le changement est inévitable. Mademoiselle Balbina Kokwe d'Almeida, élue Miss Togo 2016. 170 ans de dynamisme et de savoir-faire, Blisco célèbre la beauté et l'élégance de la femme africaine. Litige foncier à Abdapan, l'incendie d'une maison fait un mort. Dans les cas également ce lundi, nous avons le correcteur de Honoré Adontu. Organisation du sommet sur la sécurité maritime en épreuve des réalités togolaises. Plusieurs dizaines de milliards pour des festivités de 5 jours devant des hôpitaux et écoles abandonnés. 3 milliards pour Richard Attias, l'organisateur. Nisao au cœur du business des véhicules. Fornia Singbe en colère vers le report de la rentrée scolaire. Interview du chef de file de l'opposition togolaise, Jean-Pierre Fabre, la paix s'arrache par le combat. Affrontement meurtrier à la suite d'un litige foncier à Dapaon, plusieurs arrestations de blessés graves, un vieillard brûlé vif. Miss Togo 2016, mademoiselle Balbina Maubedjiro Kokwe d'Almeida, couronnériste d'explosion sociale en RDC, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et le groupe Agir Europe-Afrique au chevet des Congolais. Eh bien, c'est tout pour la une des journaux de ce lundi 29 août 2016. On va observer le jingle de la première partie et on revient en studio. Retour en studio avec nos confrères Elom Atisogbe et Cyril Ametepe. Bonjour. Bonjour. On va commencer par l'élection Miss Togo 2016. La soirée fut très belle samedi dernier au palais de congrès de Lomé. Mademoiselle Balbina Maubedjiro Kokwe d'Almeida, 20 ans, 1m82, deuxième année étudiante en deuxième année de journalisme en France, a été couronnée. Elle est devenue depuis donc l'aube du dimanche la plus belle fille du Togo, la reine de la beauté togolaise. Et le Matisoué, comment avez-vous accueilli ce choix? Bon, d'abord, il faut dire que je ne suis pas un habitué en tant que tel de l'événement, mais bon, pour le peu que j'ai suivi en cette nuit du 27 août au niveau du Palais des Congrès, j'avoue que par rapport au choix de la Miss, moi je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à ça, mais moi je voudrais beaucoup plus me prononcer sur le déroulement même de l'événement. Non, pas du choix d'abord. On viendra. Non, c'est-à-dire que vous savez, la beauté est relative. C'est-à-dire à ce stade-là, je peux pas dire moi-même que le choix de cette Miss-là est un bon choix pour le public. Oui, mais bon, dans une certaine mesure, vu qu'il y a une certaine unanimité, puisqu'il y a des gens qui ne contestent pas, ça veut dire qu'il y a une unanimité autour de celle qui a été choisie, puisque lors des éditions précédentes, on a suivi beaucoup plus des gens qui ont contesté le choix des Miss, mais cette année, on a remarqué qu'il y a une accalmie, les gens ne se sont pas plaints. La salle du fait. Oui, voilà, donc les gens ne se sont pas plaints du fait d'avoir choisi
mademoiselle d'Almeida comme Miss Togo 2016, donc ça veut dire que c'est à son honneur, ça veut dire que c'est une élection qui a été faite dans le respect du choix du public. Bon, maintenant, par rapport aux dauphines, on a vu une dauphine qui n'était pas contente, qui boudait carrément voilà, la deuxième dauphine qui boudait carrément les caméras et les flashs des photos, et qui était là juste pour dire aux gens que je n'étais pas d'accord à travers le regard, qui n'était pas du tout d'accord par rapport à cette élection en tant que deuxième dauphine. Mais de toutes les manières... On dirait qu'elle ne connaît pas les critères, parce qu'en principe, ce n'est pas la dernière partie, ce n'est pas l'interview qui justifie le choix forcément de la Miss, parce on fait la moyenne de toutes les étapes. C'est ce qu'elle ne comprend pas. C'est pas la dernière étape qui est l'interview, parce que tu aurais bien répondu à la question que tu dois forcément Miss. Parce que quand ils finissent, on fait toujours une moyenne de toutes les étapes, du début jusqu'à la fin. Oui, bon, peut-être qu'il faut expliquer ça aux candidats. Elle le savait. Oui, mais c'est-à-dire, vous savez, elle était confrontée à quelque chose l'année dernière. Elle a dû répondre à une question de façon louche. Elle a relevé le défi. Elle a relevé le défi cette année. Et je pense que c'est beaucoup plus ça qui l'a motivée à revenir cette année, pour prouver aux yeux du monde et à la face du monde que oui, elle est capable de pouvoir répondre à une question sans hésiter et répondre objectivement. Oui, voilà. Et donc pour elle, le fait d'avoir répondu comme ça à cette question lui donnait le passe pour être la Miss, sauf qu'il y a des critères assez bien définis, bien élaborés, comme vous venez de le détailler. Et donc par rapport au choix même de la Miss, je pense que comme il n'y a pas de contestation, et c'est un choix qui a recueilli l'assentiment du public, et donc félicitations au jury et au comité national par rapport à ce choix. Alors, parlons à présent du déroulement de la soirée, proprement dit. Nous pouvons aujourd'hui applaudir le comité national Miss Togo pour avoir relevé aujourd'hui le défi de l'organisation. Tout s'est déroulé en 3 heures chrono. Oui. Merci. Je ne suis pas hypocrite de nature, donc je dis ce que je pense pour dire que le défi n'est pas relevé. Et parlons de l'organisation, 3 heures de chrono, mais qu'est-ce qui a été produit durant les 3 heures de chrono? Il faut également chercher à savoir. Quand on parle de la promotion de la culture et de l'excellence au niveau de la chambre féminine, et la première sortie d'Amy, c'est une chanson étrangère, vous pensez que je serais content en tant qu'un promoteur de la culture de mon pays? Je suis désolé. Donc il faut dire que l'organisation, oui, mais il faut revoir cette organisation. Parlons du choix de la Miss. Je ne conteste pas, je suis d'accord, c'est une Togolaise, elle réside en France. Mais est-ce que les critères permettent à une Togolaise qui vit hors du pays de venir arracher la couronne? Il faut que le comité... Parce qu'il faut se poser cette question. Le comité, le concours national Miss Togo est ouvert à toute candidate, à toute fille togolaise. Mademoiselle d'Almeida Kwakwe était togolaise, oui ou non? Togolaise, résident au Togo ou résident hors du pays. Parce qu'il faut que les critères... Le critère n'a jamais dit qu'il faut vivre sur le sol. Non, c'est moi, je pose la question. C'est comme une élection. C'est présidentielle quand même. C'est une élection, il y a des normes, il y a des critères. Mais il faut que les critères aujourd'hui soient définis pour qu'on sache réellement. C'est pas prévu. Donc je pense maintenant que c'est l'occasion. On peut être candidat, c'est tout. Ok, merci. C'est comme on fait appel au dossier Thomas. Non, ça y est, elle est professionnelle pour venir renforcer. Mais elle est en France pour des raisons d'études. Ok. Si votre fille aujourd'hui aux États-Unis pour fréquenter, si demain vous la trouvez jolie, elle peut pas se présenter à la élection Miss Togo? Parlons de ce côté. Je dis que les critères définis doivent être connus par tout le monde. Mais c'est bien publié tout le temps. Deuxièmement, vous parlez très bien qu'elle est journaliste. Elle est étudiante. Elle est étudiante en journalisme. Quand on parle de Miss Togo, c'est que durant toute une période, une année, elle est sur le terrain en train de mener des activités sociales. Elle laisse ses études. Nous sommes en train de faire la promotion de l'excellence. Elle va laisser ses études, elle revient s'installer au Togo, vivre ou continuer ses études au Togo et mener les activités. Point d'interrogation, that is the question. Mais elle a dit à conférence de presse qu'elle va vivre, elle va passer toute l'année du mandat au Togo. Donc ça veut dire qu'il y a des écoles qui forment en journalisme quand même. Il y a des écoles qui forment en journalisme. Il y a des écoles qui forment en journalisme. Oui. Junior, je suis d'accord. Mais elle fréquente à quelque part et subitement, c'est-à-dire il n'y a même pas eu à programmer un revirement à 360 degrés. Elle se retrouve au Togo pour fréquenter encore dans ces conditions. Vous pensez qu'elle peut continuer? Si elle peut, tant mieux. Mieux encore, elle aura des bourses d'études SGIS. Elle peut faire autre chose, même peut-être avec son élection, elle peut maintenant envisager le haut niveau, peut-être le journalisme, c'est pas son choix parce qu'elle avait les moyens. Maintenant, elle aura des bourses d'études SGIS, elle va aller faire mieux encore.
qu'elle serve, comment l'appelle-t-on, de témoignage pour que les autres filles, les autres sœurs aussi emboîtent le pas. Mais parlons de l'organisation, moi je voulais relever quand même ce point, qu'aujourd'hui, quand on parle de la promotion de la culture togolaise, il faut valoriser nos talents. Le Togo dispose des talents. Vous voyez, je ne vois pas une élection de Miss où on invite un artiste togolais dans un autre pays pour venir prester. Alors chez nous au Togo, on met d'abord en valeur l'artiste étranger, parce qu'il faut relever ces défis. Il faut donner aussi cette chance aux Togolais de prouver de quoi ils sont capables. On invite des artistes étrangers pour ouvrir le bal. Il y a seulement une artiste étrangère cette année. Il y en a une seule. Une, c'est beaucoup. Mais c'est pas beaucoup. Attends, n'oublie pas que l'élection Miss Togo a des sponsors. Et les sponsors ont leurs exigences. Mais attendez, Junior, c'est comme nous sommes sur une autre planète. On parle de la valorisation de la culture togolaise. On ne parle pas de la valorisation de la culture africaine. C'est deux choses différentes. Alors, est-ce parce que Rémi s'est venu la fois dernière que le Togo... Moi, je ne fais pas allusion à cette vedette. Mais c'est de relever devant même les Miss, même avant de sortir, vous avez vu, vous savez quelle chanson? C'est une chanson étrangère. C'est pas une chanson togolaise. Et c'est normal. Et après, tout ça était togolais. Mais est-ce qu'il faut d'abord mettre en avant qu'est-ce que le patriotisme nous demande? C'est une question de chorégraphie. Moi j'ai vu au Zimbabwe, j'ai vu sur les chaînes au Zimbabwe, en Ouganda, les gens dansaient sur les pas de tout fan. Mais c'est... Mais non, écoutez... Non, attention. Attends. C'est comme un récital. Vous suivez peut-être des événements au Ghana. On danse sur les pas des chansons togolaises. Mais ça ne veut pas dire forcément que ce qui se fait ailleurs, mais qui n'est pas dans le même contexte, qu'il faut forcément l'appliquer au Togo. Il faut qu'on soit honnête envers notre patrie. Il ne faut pas qu'on nous impose quelque chose. Moi je dis que le comité aurait quand même faire mieux en nous proposant des talents. Il y a des artistes qu'on pouvait mettre sur la scène et méveiller le public. Les Califs sont arrivés. On a vu Phoenix Calif, on a vu Jefferson, on a Almok. Non, moi je parle d'abord, quand vous dites vous êtes togolais. Il faut qu'elle en parle. Oui, je vais laisser la parole. Quand on dit qu'on est togolais, Junior, excuse-moi, quand on dit qu'on est togolais, il faut montrer de quoi nous sommes capables. Vous avez vu toujours quand vous m'invitez sur le plateau, c'est pas pour dire, c'est pas pour orner mes costumes. J'ai les couleurs. Mon mouchoir aux couleurs du drapeau togolais, c'est que je valorise mon pays. Vous pouvez mettre d'autres mouchoirs pour valoriser et peut-être un autre pays, mais je valorise parce que c'est le Togo. Merci. Donc il faut avoir cette culture dès maintenant afin de pouvoir amorcer le développement. Sûrement que M. Baka, Kodjo, Gaspard et tous les membres du comité Miss Togo nous suivent actuellement, ils vont tenir compte de vos remarques pour les prochaines éditions. Alors, Ella Sogo, on a vu la décoration avec les jeux de lumière de Gold Communication. Tout a été vraiment nickel en ce Corée, à Miss France. Oui, non, c'est-à-dire que par rapport au décor, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le décor artistique, etc. Je pense que, bon, je dirais chapeau à l'organisation par rapport au décor, etc. Mais moi, ce n'est pas ça beaucoup plus le débat. Le débat se situe même au niveau des épreuves que passent les Miss. Et l'épreuve redoutable, l'épreuve la plus redoutée par les Miss, c'est les questions-réponses. Et donc l'interview. Et donc cette année, on a l'impression que chaque année, il y a toujours ce problème qui se pose. C'est-à-dire qu'avant même le déroulement de la grande finale, les gens sont curieux, pas du fait qu'ils veulent voir la dame qui sera élue nouvelle Miss, mais parce qu'ils veulent voir ou bien ils veulent écouter les Miss répondre à des questions. De façon catastrophique. De façon catastrophique. C'est ce que les gens attendent, c'est-à-dire que les gens sont connectés, les gens suivent l'élection Miss Togo parce qu'ils savent que bon, à un moment donné de l'élection, ils vont rire à gorge déployée, etc. Et donc cette année encore, on a eu à vivre ça. Et je sais que toutes les questions... C'est la différence du système éducatif togolais qui s'est révélé encore au grand jour. Sur les 10 filles qui étaient en finale par rapport aux interviews, mais 2 seulement ont pu répondre à leurs questions. Les 8 restantes là, c'était de la cata. Non, mais moi je ne dirais pas que c'est la différence du système éducatif togolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non, les meilleures femmes, les meilleures filles, les filles intelligentes ne sont pas forcément candidates à Miss Togo. Il faut qu'on soit d'accord. C'est-à-dire que ceux qui sont, les dames qui sont brillantes, etc. à l'école, disent que bon, ils ne sont pas intéressés par l'élection. Maintenant, celles qui sont intéressées par l'élection font acte de candidature et c'est le comité qui peut sélectionner celles qui veulent aller à l'élection Miss Togo. Mais on a au Togo de belles têtes, des gens qui pensent bien, qui peuvent répondre valablement à des questions, comme celles qui ont été posées la dernière fois lors de l'élection Miss Togo. Mais celles qui ont été choisies, ou enfin celles qui ont été choisies pour concourir à l'élection de la plus belle femme du Togo, mais c'est des gens qui, selon le jury, ont mérité. Et donc c'est les meilleurs qui sont les 20 qui ont été choisis, surtout étendu du territoire national. Mais maintenant, je ne sais pas, je sais que lors des entraînements, il y a ce qu'on appelle la chorégraphie, et donc il y a un coach.
qui supervise les filles, qui les prend en charge, etc. Mais quand il s'agit de répondre aux questions, on voit qu'il y a une défaillance. Cette année, par exemple, on sait que les questions portaient sur l'environnement. Oui. Maintenant, l'environnement c'est vaste. Je ne sais pas si en amont on a parlé, on a dit aux candidats que cette année, votre domaine c'est l'environnement. Elles ont été coachées là-dessus, elles ont été bien informées. Ok, oui. Donc si une candidate est bien informée sur l'environnement, autant que faire se peut, elle doit s'informer, elle doit se cultiver dans ce domaine. Oui. Mais autre chose, c'est-à-dire que quand vous êtes candidate à l'élection de la plus belle, femme du Togo, et que vous êtes sur le podium, et qu'on vous pose une question, par exemple, qu'est-ce que le développement durable? Vous voyez que, tu sais, on sait que depuis quelques années, on parle du développement durable. Mais il y a des gens qui tombent dans la facilité et disent que bon, le développement durable, moi je peux répondre. Mais si quelqu'un le prend comme ça, on dit il y a 50 000 téléspectateurs, il y a 3 000 personnes en direct, on vous pose une question, qu'est-ce que le développement durable? Junior, je vous dis que de toi à moi, les gens ne vont pas pouvoir répondre. C'est ça le trac. Oui, c'est que les gens ne vont... Donc il faut comprendre les filles aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que les gens ne peuvent même pas répondre à cette question. Il n'y a même pas de trac. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas... et qui sont en train de se moquer de ces demoiselles, mais qui ne sont pas capables même de vous définir ce qu'on appelle la faune. Je suis sérieux. Donc maintenant, au niveau du tract de ces filles, etc., il va falloir que le comité puisse revoir cette épreuve-là. Si on coach les filles sur l'environnement, il faut que les questions soient bien revues. Il faut demander aux filles de bien se cultiver sur les aspects ou les domaines qu'on leur donne par rapport au coaching. Peut-être que les filles, quand elles étaient encore élèves, elles ne faisaient pas les récitations comme elles faisaient au cours privé. Peut-être que c'est joli. Elles faisaient pas les exposés. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça qui forme à supporter le public. Oui, par exemple, vous venez devant la classe, vous exposez les trucs, et l'oral, tout ça là, peut-être qu'elles ne faisaient pas ça. Oui, puis il y a une habitude du public aussi. Il y a une habitude du public, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas habitué à parler devant un public assez impressionnant, ou avec peut-être en présence de 2 ou 3 personnes, et quand vous posez une question, qu'est-ce que la faune? Et qu'est-ce que la flore? Vous définissez la faune comme la flore? Mais celle qui a répondu cette question, il faut dire qu'elle est étudiante en Master 2. Et c'est quand même scandaleux. Oui, mais c'est ça. C'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est pourquoi je dis, au niveau du comité, il va falloir qu'on puisse travailler sérieusement sur l'épreuve des questions-réponses. C'est-à-dire, je sais que la fille avait la réponse à la question, mais elle a juste interverti les rôles. La faune, au lieu de la flore, elle définit la faune comme étant la flore, et elle définit la flore à la place de la faune. Mais donc elle a juste interverti la rôle. Écrit dans la salle, elle aurait dû se rendre compte et revenir. La question a été reposée pour la seconde fois. Et on est même demandé de définir la faune, la flore. Oui, mais c'est pourquoi je dis, il faut reconnaître que au niveau du comité, le travail doit être beaucoup plus accentué sur ce volet de la chose. Les filles qui sont candidates aujourd'hui, c'est vrai, c'est-à-dire que ça démontre le niveau du système éducatif, comme tu l'as dit, mais moi je ne suis pas d'accord, tout à fait d'accord qu'on dise que c'est le système qui est défaillant. On a de belles têtes, on a des gens qui sont intelligentes, sauf que ces personnes ne sont pas candidates à Miss Togo. Oui, donc celles qui sont candidates... La vie est un choix. Oui, la vie est un choix. Donc celles qui sont candidates, peut-être que c'est celles-là qui n'ont pas peut-être le meilleur niveau qu'il faut. Bon, maintenant, par rapport au profil même des candidates, vous dites que les gens sont en Master 3, Master 2, Master... Il y a des filières qu'on imagine. J'ai une question par rapport à ce que tu veux. Oui. Je sais d'où tu vas venir. Laisse-moi poser la question. Oui. Alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux que les candidates mentent sur leur niveau d'études. Est-ce que vous pensez la même chose? Non, moi, je ne peux pas dire que les gens mentent. Mais bon, il y a une évidence, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas le niveau qu'il faut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on est en Master 3, on ne peut pas répondre à une question de cours élémentaire. C'est-à-dire, à un niveau donné, par exemple, c'est-à-dire, l'année dernière, on a assisté à une élection où on a eu une Miss qui avait de la peine à s'exprimer, et alors qu'elle était, je ne sais pas, étudiante en quelle année, je ne savais plus, mais cette année, on a vu des gens, on dit 3e année d'interprétariat, 4e année de quoi, Master 2 en ceci, mais si on vous pose des questions basiques, même s'exprimer, c'est difficile. Et donc, sur le niveau de ces personnes-là, il va falloir que le comité puisse aussi dire quelque chose par rapport au niveau des personnes et réclamer des diplômes. Je ne sais pas si ça s'est fait, parce qu'il faut prouver que je suis réellement étudiante en Master 2. Avec les attestations. Avec les attestations possibles. Mais c'est parce que c'est trop facile de venir et dire que je suis étudiante en Master 3 quelque part. C'est trop facile. Il faut que le comité prenne en charge ce volet de la chose. Alors, Cyril, j'ai écouté vos critiques par rapport à l'organisation. Alors, quelles sont les suggestions que vous avez à l'endroit du comité Miss Togo, de M. Baka, pour que l'année prochaine, l'élection soit meilleure, ou bien soit celle que vous voudrez? Ok, M. Baka, c'est un leader. Il a rêvé, il a osé, il a trouvé des stratégies et des moyens pour réaliser son rêve. Ça, c'est déjà la bonne étape. La meilleure façon maintenant, c'est de démocratiser ce rêve, de permettre à de nouvelles têtes bien acquises pour pouvoir apporter encore un souffle. Le bébé est né, il grandit, mais c'est comme on avait 2 ans. Il avait 2 ans, mais il est encore sous l'effet de décès de sa maman. Pourquoi?
C'est ça que nous sommes en train de regarder. Vous voyez, quand on est en train de parler du niveau de ces filles. Mais attends, non. Cyril MTP. Oui. Est-ce la faute à M. Bakayo, comme c'est dans ce Misogo, quand si les candidats n'arrivent pas à s'exprimer, bien n'ont pas le bon niveau? Oui. Ils assument la responsabilité. Quand on est président d'un événement, d'une initiative, c'est d'assumer, d'endosser ses responsabilités. Le comité aurait mieux fait en démocratisant ce rêve. Quand je parle de démocratiser ce rêve, dans la salle, vous avez vu la présence du ministre de la Culture, des Sports et de la Formation civique, qui représentait le chef de l'État. Oui. Donc ça veut dire que c'est un poids. Oui. Il faut également aussi au niveau du thème, c'est l'environnement. Parlant de ces filles, j'ai lu leur CV ou bien leur identité où on dit créatrice d'accessoires. Et étudiante créatrice d'accessoires, pardon, junior, à l'université de Lomé, il y a une faculté comme ça, ou dans une école de BTS. Vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Le niveau n'est pas ça. Donc vous pensez qu'on devait l'exclure? Immédiatement, parce que les critères... Oui, si demain une coiffeuse qui a eu le bac plus 2 et qui décide qui devient maîtresse de salon, oui, et qui est jolie, va se présenter à la Misogo, dit je suis coiffeuse professionnelle, on doit l'exclure? Coiffeuse, vous avez celle-là qui vous dit qu'elle n'a pas fréquenté, celle qui a ce genre de créatrice d'accessoires. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle n'a pas fréquenté? Quelle est la filière? Moi je pose la question à savoir quelle est la filière. Mais c'est sa spécialité. Peut-être qu'elle a un bac plus 0. Peut-être qu'elle a un bac plus 0. Mais si vous avez le bac plus 0, dites que vous êtes... Attendez, Junior, c'est comme je ne comprends pas. Oui. Je n'ai jamais vu un étudiant qui a honte de dire qu'il a le bac. Disons-nous la vérité. Nous avons fait l'université. Elle est spécialisée, je dis, elle crée les accessoires. Elle crée quel accessoire? C'est la question qu'il faut se poser. Elle crée quel accessoire? On dit créatrice d'accessoires, on dit le niveau, on dit master 2, bac plus 2 ou bien bac plus 5. Mais on vient lire sur un profil créatrice d'accessoires. C'est dans quelle faculté? Il faut motiver, vous savez, c'est la question qu'il faut poser maintenant au comité. Quels sont les objectifs fixés? Quels sont les résultats? On doit évoluer. On évolue. Les résultats attendus. Également, l'impact de cette initiative, c'est de motiver les autres filles à la maison à poursuivre leurs études. Quand on dit Bassel 2, moi je vois par exemple à l'écran quelqu'un, je prends par exemple le CV de la ministre Dogbe, mais ça m'impressionne. Je dis non, il faut aussi quand même œuvrer pour arriver à avoir ce CV. C'est consistant. Madame Dogbe avait son CV, c'est un CV exemplaire. Vous prenez maintenant le CV d'une créatrice accessoire, vous pensez que ça va motiver une fille qui a le BPC avec moyenne de 19,63 à Tapan? Soyons réalistes. Okay. Donc ça veut dire qu'il reste beaucoup à faire. Et aussi, il faut que le gouvernement, le ministre en charge de cette culture, essaie quand même de voir clair qu'est-ce qui doit se faire. Vous voyez, quand on a une initiative, le ministère... Je rappelle que l'élection Misogo est l'apanage du comité de Misogo qui est une société privée. Aucun rapport avec l'État. Mais pourquoi on invite maintenant l'État à répondre? C'est la question qu'il faut se poser. Attendez, c'est le nom du Togo. C'est le nom du Togo qui est à l'image. En une minute, moi ce que j'aimerais dire... Oui, c'est le nom du Togo qui est à l'image. Donc au comité national du Togo, pour les prochaines éditions, moi j'ai un souci personnel par rapport à la façon dont gère le projet social de la Miss. Et on sait qu'on annonce 150 millions comme étant le projet social de la Miss, mais on ne fait aucun bilan. Je suis désolé de le dire. Mais ceux qui donnent les sous, on leur fait un bilan. Oui, mais c'est pas... Non, c'est avec un avoir. C'est pas une élection Miss Baka, c'est une élection Miss Togo. Et tout projet qui est non Togo, il faut que l'État essaie quand même d'avoir... Ce n'est pas l'État qui met les moyens pour le projet social, c'est les sponsors. Non, moi je voudrais... Non, moi je dis... C'est eux qui donnent les moyens. Je voudrais que pour plus de transparence, on rende compte également au public. On dit 150 millions pour la Miss, oui. Maintenant, au terme de son mandat social, il faut qu'on dise au public ce que la Miss a fait avec les 150 millions. Okay. Est-ce réellement 150 millions qu'on a eu dans la cagnotte? Oui. Combien on a dépensé? Ça servait à faire quoi? Une obligation puisque chaque mandat social a un terme. Sujet, malheureusement, donc voilà. Après de vous, on risque de ne pas parler du Gabon. Je reviens vous qu'on en parle. Mais on parle du second sujet, le plan national, en attendant, si on peut dire un mot sur le Gabon. La nécessité de désengorger et dépeupler les prisons togolaises. Le mouvement Martin Luther King du pasteur de Kwame propose sa solution aux responsables de l'administration pénitentiaire pour désengorger et dépeupler les prisons togolaises. Il demande par exemple la libération conditionnelle
conditionnelle des détenus condamnés ayant accompli la moitié ou les 2/3 au moins de leur peine. Votre réaction, Cyril Amétépé? Je trouve cette réaction la bienvenue et également de féliciter vraiment le pasteur Edo pour le travail abattu. Il s'intéresse beaucoup à ces détenus, à ces milieux carcéraux, et puis également adresser mes encouragements à l'administration pénitentiaire de la réinsertion. Vous savez, quand on parle de la prison, c'est un milieu à ne pas conseiller même à son ennemi. Les détenus à 6 heures sont relâchés dans la cour et à 16 heures se retrouvent dans la cellule. C'est une occasion d'informer la jeunesse à éviter surtout ce milieu. Bon, j'ai un repas quotidien, un plat, 3 boules d'akoumé et une sauce de doya vita ou bien des poissons fibrés. Et sachez que dans la cellule, quand vous rentrez, c'est parti pour 6 heures du matin. Le seau servant à déféquer, ils appellent ça natoto, se trouve dans la cellule. Pour uriner, ça s'appelle napissi. Ça se trouve également dans la cellule. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des stratégies, des moyens pour pouvoir faire. Le gouvernement fait sa part. Les organisations également font l'essentiel. Mais c'est de dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez peut-être des détenus qui sont là, qui ne sont même pas jugés, 3 ans ne sont pas encore jugés, il y a beaucoup de questions à se poser. D'autres qui sont là, ça fait 36 ans. Et la prison civile de Lomé, par exemple, est réservée à 666 détenus. Le nombre est égal. Ils ont plus de 2000 ans. 2400 et quelques. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a un peuplement. Mais c'est pas la volonté. Surpeuplé. Mais aussi, il y a les détenus par rapport à l'article 511 du. Laisse-moi la lire rapidement ici. Par rapport à l'article 511 du Code procédure pénale qui stipule les condamnés à l'emprisonnement à temps peuvent bénéficier d'une décision de libération conditionnelle à travers la garde des Sceaux, le garde des Sceaux ministre de la Justice, lorsqu'ils ont accompli la moitié au moins de leur peine, s'ils ont donné des gages suffisants d'amendement et si leur reclassement social, familial ou professionnel paraît assuré. Et cette mesure peut s'appliquer par exemple au confrère Eugène Atigan. Il a été condamné à 10 ans de prison. Il a fait 7, on l'a vu, même en prison, il anime les soirées, il présente les conseils. Le conseil de solidarité au profit des détenus. Alors il a tout pour bénéficier de cette grâce, ou bien de cette mesure à la limite, ou bien Cyril. Effectivement, c'est pas seulement le confrère Eugène Atigan, tous les détenus qui amorcent ce comportement, parce qu'au niveau de la prison, ils sont notés de façon disciplinaire. Et lorsque il n'a jamais été condamné, il n'a jamais été sanctionné pour ce. Il n'a pas mérité ce genre de trucs. Il est vraiment, il a un comportement responsable au sein de ce milieu carcéral qui impacte également d'autres détenus. Mais c'est de dire qu'il faut aujourd'hui que la justice essaie de trouver cette issue pour pouvoir amorcer. Je vous donne un exemple très simple. À la prison civile de Kara, j'ai la chance de visiter toutes les prisons du Togo. À la prison civile de Kara, il y a une personne âgée là-bas qui fait, je pense, 30 ou 36 ans, une trentaine d'années, qui même a inauguré la prison civile de Kara, mais qui est là jusqu'aujourd'hui et qui... Et elle a fait quoi? C'était un homicide volontaire et qui a fait déjà tout ce temps, mais qui est aveugle. C'est une personne physique aveugle, qui est, c'est-à-dire très fatigué, qui est aidé par 2 détenus chaque jour en train de se déplacer. Et pourquoi on peut le laisser pour donner la Voici des questions qu'il faut se poser. Donc, vous voyez, il y a déjà, la personne est déjà. Peut-être qu'on l'a oublié, donc il faut le plaidoyer. Donc, non, à travers ceci, peut-être que le ministre, le gars des sources. Oui, donc il doit avoir, le gars, il a fait une tournée. Je pense qu'il devait rencontrer ces personnes-là dans ces milieux carcéraux et essayer de voir comment trouver une faille afin de pouvoir désengorger les prisons. On ne peut pas mélanger aujourd'hui. Vous prenez peut-être au niveau de la cellule des femmes qui accouchent au niveau de la prison civile de Lomé, et tout récemment il y a une, là je salue vraiment le ministre et le procureur qui pour le travail abattu afin de pouvoir libérer cette dame avec son enfant qu'elle a accouché au niveau de la cellule, au niveau de la prison pendant 4 à 6 mois, et qui était là et sans jugement, mais il a fallu que le droit soit dit et Dieu merci qu'elle est libérée. Donc pareil aujourd'hui, il y a encore une qui vient d'accoucher, à peine ça fait 11 jours. Au niveau de la prison civile de Lomé, il y a une dame qui vient d'avoir un enfant, ça fait 11 jours. Donc il faut trouver un mécanisme approprié afin de pouvoir réparer ces cas sensibles. Et le Mathieu Soubé, donc je le disais tantôt, notre confrère Eugène Atigan, on l'a arrêté en 2009, il est détenu depuis lors, il a été condamné à 10 ans de prison, il a déjà accusé 7 ans, mais tous ceux qui vont à la prison civile de Lomé vous diront que c'est un monsieur qui est vraiment exemplaire, il reste, il maîtrise encore son outil de travail puisqu'il présente les soirées, il présente toutes les cérémonies qu'on fait là-bas à la prison civile de Lomé, et aujourd'hui les voix se lèvent pour qu'on élargisse enfin. Oui, bon, je pense que c'est quand même touchant, c'est quand même triste la situation que traverse notre confrère.
Je rappelle qu'entre-temps, il avait amorcé une grève de la faim. On avait tous assisté à ça. Et donc aujourd'hui, il se retrouve dans cette situation. On va plaider pour que son élargissement soit vite fait. Et conformément à l'article 511 du Code pénal, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Donc il va falloir qu'on puisse rapidement au niveau de la société civile faire un plaidoyer pour qu'ensemble on puisse trouver les voies et moyens permettant de pouvoir négocier son élargissement. Et donc, on va faire le plaidoyer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour que, au niveau de l'autorité, pour qu'au niveau de l'État, qu'on puisse non seulement se soucier de son cas, mais également de ces détenus qui sont dans la même situation et qui ont déjà fait plus de la moitié de leur peine en prison et qui attendent leur élargissement. Et donc, voilà ce que je peux dire sur les cas Eugène Atiba. Alors, un mot sur la présentation du Gabon. Elle s'est déroulée samedi. Tout s'est bien passé, à la limite, selon les observateurs étrangers qui sont très nombreux là-bas. Mais il s'est fait que depuis hier, les deux poids lourds, à savoir Jean-Ping et Ali Bongo, chacun réclame son côté. Et la victoire, on va dire un mot là-dessus avant d'avoir notre invité. Bon, oui, mais bon, ça c'est le propre de l'Afrique. Hein. Il y a toujours celui qui est le président sortant qui dit que je suis le candidat élu et celui qui est de l'opposition qui dit que oui, je suis le candidat élu également. Donc, on attend de voir ce pourquoi il faut prier maintenant, c'est qu'il n'y ait pas d'effusion de sang, qu'il n'y ait pas de bain de sang. Mais les sont préparés pour ça. Hein. Ouais, parce qu'on l'a vu. Aujourd'hui, les étrangers qui sont dans le pays, surtout les Béninois, les Togolais, ils ont des ennuis. Moi, le Bénin a sorti un communiqué pour dire à ses représentants de faire attention, puisque le décès, le directeur de cabinet de Ali Bongo, M. Akromessi, est d'origine béninoise. Voilà. Donc, en fait, c'est la tradition au niveau de l'Afrique. À chaque fois qu'il y a une élection dans un pays, on sent que l'Afrique ou bien le pays est surchauffé. Il y a une tension dans tous les pays d'Afrique quand il y a une élection, alors qu'en Europe, dans les grandes démocraties, l'élection, c'est une fête. Mais c'est parce qu'il y a souvent des fraudes. Mais si tout se déroule normalement, pourquoi les élections devraient être chauffées? Oui, c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire qu'il y a toujours... On sent que les gens veulent tricher. Oui, mais il faut dire aussi qu'il y a des gens qui restent toujours dans une logique de contestation de tout résultat. C'est-à-dire qu'au niveau de certains pays africains, il y a des opposants qui restent toujours dans une logique de contestation des résultats. C'est-à-dire, même s'ils n'ont pas gagné, disent qu'on a gagné, il faut appeler le peuple à se soulever, quitte à se partager le gâteau après à faire une gouvernement d'union nationale, ce que moi je n'aime pas trop, ou quitte à aller vers des accords qui sont à leur profit. Donc, il y a les opposants aussi qui se comportent comme des gens qui manipulent les autres, et donc ils sont là à contester, au lieu de reconnaître facilement leur défaite, comme Yahi Boni a reconnu, comme monsieur Lionel Zinsou a reconnu sa défaite envers Patrice Talon, qui est aujourd'hui le président de la République du Bénin. Vous voyez que le Bénin, il y a eu une élection, mais c'était paisible. Mais au Gabon, on assiste à ça. On va prier pour que le pays ne s'embrasse pas et appeler à la paix. On a vu le Parti socialiste français qui a sorti un communiqué hier, un communiqué qui vient vraiment encore verser de l'huile sur le feu. Le PS semble même reconnaître la victoire de Jean-Ping et demande que la démocratie soit respectée. Moi j'ai lu ce communiqué, je me suis posé la question si Jean-Ping est membre fondateur du PS. Et non, le Gabon n'est pas un quartier de la France. Il faut qu'aujourd'hui ces colons-là sachent que le Gabon n'est pas un quartier ou une rue. Mais le Gabon reçoit les financements de la France. Peu importe, le Gabon reçoit des financements, ça n'engage que ceux qui vont demander ces financements. Mais il y a le peuple qui est là, et je dis qu'il faut vraiment que les deux acteurs, Jean-Ping et le président sortant, Ali Bongo, essaie quand même de mettre en avant l'intérêt de leur peuple. Surtout de trouver cette issue. Vous savez, tout combat se termine autour d'une table de dialogue. On dit que Jean-Ping était l'ex-beau-frère de Ali Bongo. Donc ça veut dire qu'il y a un lien parental. C'est la famille. C'est la famille. Donc il faut tout faire pour préserver l'intérêt national et de se retrouver autour d'une table de dialogue. On peut commencer aujourd'hui à se surchauffer les nerfs, les bains de sang, mais ça se terminera toujours autour d'une table de dialogue. Donc il faut qu'aujourd'hui, l'Union africaine, les autres institutions... L'Union africaine ne dira rien, rassure-toi. Alors on va marquer une pause. Derrière la pause, on va recevoir notre invité. Il s'agit de M. Jonas Komla Siladin, il est consultant en banque et finance. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts.
Rediffusion la nuit à 22h30. Nous recevons ce matin M. Jonas Komla-Siladin. Il est d'abord maître de conférence. Il était encore maître de conférence il y a quelques mois à l'université Paris, dans l'est de Paris-Est, Val-de-Vannes. Et il est aujourd'hui consultant en banque et finance. Il travaille pour un grand cabinet conseil en France. Bonjour M. Siladin. Bonjour. Moi, je vous connais en tant que politicien parce que ceux qui suivaient l'actualité politique dans les années 90-2000 devaient connaître un jeune du nom de Jonas Siladin, très actif au niveau du RPT. Il était membre du comité central du Rassemblement du peuple togolais, très proche de Yadema, très proche d'Arboumé, au point même de devenir son chef de cabinet quand il était Premier ministre, Siladin. Alors, aujourd'hui, vous vous définissez comme toujours membre du parti au pouvoir ou bien vous avez rejoint les rangs des forces de l'opposition? Ce qui est certain, c'est que je ne suis plus membre du parti au pouvoir depuis 2002. Aujourd'hui, j'essaie de prendre beaucoup de distance par rapport aux partis politiques. Non pas que je ne considère pas leur rôle crucial dans la société, mais j'ai constaté qu'au Togo, nous avions du mal à nous parler, à nous entendre, et qu'il est du devoir de certains d'entre nous de travailler à pouvoir réunir tout le monde, à pouvoir parler à tout le monde. Donc pour pouvoir tenir ce rôle-là, il faut être un minimum à équidistance des partis politiques pour avoir suffisamment de liberté pour dire les choses, que ce soit à l'avantage ou que ça ne favorise pas un camp ou un autre, mais être dans le camp, ce que j'appelle de l'objectivité et si possible de la vérité. Alors vous suivez de loin tout ce qui se passe au Togo, au point que de temps en temps vous écrivez même des livres. Vous avez écrit il y a déjà 2 ans un livre Togo, démocratie impossible. Pourquoi vous êtes aussi sceptique que ça? Alors il y a un point d'interrogation à ce titre. Souvent on me fait le procès en disant que je suis sceptique. Non, je suis interrogatif. Je me demande si un jour on pourrait consolider la démocratie et parvenir à un niveau d'irréversibilité. On a déjà la démocratie au Togo? Oui, il y a des éléments. Enfin, la démocratie, c'est tout un continuum. Même les pays qui sont aujourd'hui dits démocratiques n'ont pas fini de construire, mais ils sont arrivés à un point d'irréversibilité. Ce qui fait que lorsque les hommes manquent à leurs responsabilités, les institutions sont suffisamment fortes pour servir de garde-fou. Nous, au Togo, nous avons enclenché un processus démocratique qui est un peu balbutiant, avec des atermoiements, des allers-retours. Les institutions ne sont pas suffisamment fortes, ne sont pas suffisamment complètes pour rendre cette démarche-là irréversible. Voilà, c'est pour ça que je me demande si un jour on pourrait arriver à... Alors pourquoi selon vous, depuis 90, où pratiquement tous les pays ont eu de l'alternance, où pratiquement dans tous les pays on voit les anciens présidents, on va voir quand il y a des problèmes, le Togo n'a pas d'ancien président, le Togo n'a pas eu d'alternance? C'est lié essentiellement à la peur de ceux qui détiennent le pouvoir de quitter ou de perdre les rênes du pouvoir et qui n'ont... Il y a cette peur et il y a la volonté aussi de ne pas perdre le pouvoir. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a un projet politique global au Togo, que ce soit des accords ou des négociations, le parti au pouvoir ou les détenteurs du pouvoir y viennent avec une seule logique, c'est-à-dire quelles sont les mesures qui peuvent nous empêcher ou qui peuvent demain compromettre notre volonté de dire au pouvoir. Ces mesures-là, on les accepte mais on ne les applique pas. Le reste, on peut discuter là-dessus. Ça, c'est un premier élément. Même si aujourd'hui, je pense que ça commence à faire son chemin. L'idée d'une alternance fait son chemin au sein même du pouvoir, mais c'est très très lent. De l'autre côté, nous avons une opposition qui est née sous le sceau du symbolisme. Vous savez qu'en 90, quand le soulèvement a commencé, on a commencé à parler de Ablodé. Et donc on s'est placé sous le signe de ce mot d'ordre pour l'indépendance. Or, l'indépendance, c'était contre des étrangers, entre guillemets, des impérialistes qui nous ont dominés pendant un certain temps. Ce qui se passe au Togo, c'est entre nous les Togolais. Donc, l'Ablodé n'est pas objectivement, strictement conforme au projet qu'on veut faire. Ce n'est pas la même chose. C'est même l'Ablodé que Badja avec l'UFC. Voilà, avec l'UFC. L'indépendance totale. Totale. Or, le problème, c'est que nous sommes tous des Togolais et fils et filles du Togo. Et on ne va pas demander aux uns de quitter pour que les autres s'installent. En fait, nous devons construire quelque chose. Donc ce symbolisme-là, même si ça a été galvanisateur, que ça a été quelque chose de très fort, n'est pas aujourd'hui adapté à la démarche. Mais c'est ce que l'opposition a pris comme démarche. Donc le symbolisme, la posture symbolique
Or, la politique, il y a des moments de symbole, mais il y a surtout des moments de pragmatisme. Et à plusieurs occasions, l'opposition a manqué de pragmatisme et de vision stratégique. Et par rapport à cette situation justement où on a au niveau de l'opposition l'immobilisme, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour sortir de cette situation? Je l'ai proposé déjà en 2014, c'est ce que j'appelle l'écuménisme politique. Alors au niveau de l'opposition, ce que j'ai proposé à l'époque, j'ai dit qu'il était important que ceux qui sont en position de le faire rassemblent les autres dans une démarche d'humilité et qu'on puisse penser les plaies. Parce que ce qui s'est passé dans l'opposition, c'est qu'il y a eu pendant la construction démocratique des rancœurs qui se sont installées, des querelles d'hommes et de femmes, des choses que les gens ont subies et qu'ils ont gardées en mémoire. Et donc il y a un désir de revanche progressive, alternative, qui fait que progressivement l'opposition ne sait plus se constituer comme une force cohérente. La dernière tentative a été le CST, le comité collectif sauvons le Togo. Le CST a eu quelque chose d'original, d'inédit, c'est qu'à un moment donné, il a réussi à créer un rapport de force avec le pouvoir. Simplement, c'est ça qui fait aussi le problème de l'opposition togolaise, c'est qu'on sait parfois aller au rapport de force, mais on ne sait pas traduire ce rapport de force-là en victoire politique. À quoi l'opposition a empêché au niveau du CST par exemple? Ah oui, alors au niveau du CST, c'est parce qu'à un moment donné, malgré le fait que José Sajavon ne vienne pas d'un parti politique, il n'a pas su être objectif vis-à-vis de tous les partis politiques, a su se mettre à équidistance de tous les acteurs. Parce que ce qui pose problème généralement, c'est l'ego et les orgueils, les querelles des hommes. Or, celui qui coordonne les activités du CST aurait dû avoir suffisamment de hauteur et d'objectivité pour calmer les ardeurs, les velléités des uns et des autres, que ce soit Agbeome ou que ce soit Kofi Yamiam ou que ce soit Jean-Pierre Fabre. Mais Yamiam n'était pas du CST. Non, et que ce soit tous ces acteurs-là, Gogué et compagnie, c'est de leur dire, écoutez, on est là pour servir le Togo, les intérêts viendront après. Moi, j'étais persuadé que si on avait fait ce travail-là et qu'on avait rassuré les uns et les autres, il n'était pas difficile de trouver le candidat unique. Il s'imposait naturellement. Vous ne voyez pas qu'au niveau de l'opposition, il y a ce schéma de sortie de crise qui n'est jamais défini et qui permet au pouvoir de s'installer, de continuer librement, malgré même que ce pouvoir préconise le changement dans la continuité. C'est vrai. Alors, ce que j'appelle souvent, c'est ce que je dis, l'opposition fait ce qu'on appelle la politique de l'horoscope du jour. C'est moi qui ai utilisé cette expression, l'horoscope du jour. C'est-à-dire, on se lève le matin, on dit, on est né ce jour, est sur tel signe, on fait sa politique et le lendemain, on passe à autre chose. Il n'y a pas de vision stratégique à long terme. Généralement, une action politique, il faut la penser globale, à long terme, et puis ce qui permet, par des objectifs transitoires, d'arriver à un objectif global. Ça manque. Vous avez vu, en 2014, quand j'ai publié le livre Togo Démocratie Impossible, j'ai fait une petite tournée au pays et tout ça. J'espérais que tout ce que je racontais, et avec le ton que j'ai utilisé, parce que parfois j'ai bousculé certaines personnes, ça allait provoquer un électrochoc et que les gens allaient changer. Je décrivais comment on allait rater l'élection de 2015. Espère pour voir s'ils allaient prendre exemple sur ça, appui sur ça pour changer quelque chose. Ils n'ont pas changé un seul iota dans leur démarche. Ils ont fait les mêmes choses, c'est-à-dire c'est la confusion totale avant, la cacophonie pendant, et puis la consternation et l'absence totale après les élections. C'est ce qui s'est passé. Et une fois que l'élection est passée, eh bien ils ont commencé à faire des petits trucs à gauche et à droite. Puis à un moment donné, le pouvoir a changé de braquet, a expliqué. Élection municipale, les locales. Élection locale, pardon, l'élection locale, et tout le monde a dit élection locale. Et puis quand le pouvoir a bien agité le bocal et tout, et puis après on a changé, non, Ashkren, on va faire les réformes, et donc les ateliers, et là, tollé général, voilà, en fait on va traîner encore, tout le monde va parler de l'Ashkren jusqu'à décembre, et on va arriver en 2017, les gens se sont dit, l'élection législative de 2018 arrive, on oubliera les réformes, et comme les uns et les autres ne se sont pas entendus dans le cadre du Ashkren, les rancunes d'aujourd'hui vont servir les divisions de demain pour les élections législatives, et il n'y aura pas de stratégie unitaire. Donc, l'opposition n'a pas cette visibilité, cette vision-là et cette volonté-là d'inscrire son action dans une logique, dans une démarche structurelle. C'est ça aussi qui pose problème. Et comme le pouvoir le sait, puisque UNIR a succédé au RPT, mais UNIR est aussi différent du RPT que Ford, l'aide et adhérents. Donc c'est pratiquement les mêmes mécanismes, les mêmes méthodes, on sait. Donc ils savent que quand ils agitent un sujet, l'opposition va tomber dedans à bras raccourcis et puis progressivement ils vont tourner comme ça. Mais vous qui avez fait le parti au pouvoir, vous qui aujourd'hui vous réclamez plus d'un acteur de changement, pourquoi ne pas approcher cette opposition-là pour essayer de la côté de griffe, de la conseiller? Alors l'opposition a toujours un problème aussi par rapport à ça, mais je ne veux pas seulement accabler l'opposition, mais c'est parce que vous me posez la question. C'est qu'en fait, il y a les opposants historiques originels.
Les traditionnels, ceux qui sont nés avec le 5 octobre. Et puis il y a ceux qu'on considère comme des opposants de la 25e heure. Les mutants. Les mutants, nous par exemple. Et donc nous, on est des contributeurs de seconde zone. Tout ce qu'on dit ne compte pas. Et surtout, on se méfie de nous. Il y a des éléments objectifs qui justifient ça, mais pas pour tout le monde. Donc, ce qu'on dit, oh, vous savez, c'est des vendus, ils viennent ici, ils veulent nous piéger et tout. Tant qu'on sera dans une approche comme ça, eh bien, on n'aura pas toutes les ressources additionnelles qui peuvent transformer la lutte. D'autant plus d'ailleurs que nous, pour certains d'entre nous, nous étions au RPT, nous sommes restés au RPT d'abord parce que nous étions convaincus qu'il fallait préparer le RPT de l'intérieur aussi pour ouvrir le pays à la démocratie. Parce que si on laissait le RPT monolithique, bloc comme ça, s'affronter avec l'opposition, il y aurait eu une guerre civile. Parce qu'il y a des gens au RPT qui ne voulaient rien entendre. Donc il a fallu aussi désactiver un peu certains mécanismes de l'intérieur. Les réformateurs à l'époque. Les réformateurs. Nous avons été mis dehors après, mais on a essayé quand même de... Mais on le voit par exemple au Gabon, Jean Ping, il était du PDG, il était du au pouvoir, mais il a basculé dans l'opposition, du coup, les opposants l'ont porté la tête, et on dit candidat, il inquiète sérieusement Ali Bongo. Mais pourquoi chez nous au Togo, il n'y a pas ça, qu'est-ce qui bloque en fait? Est-ce la méfiance? C'est que le Togolais en lui-même, c'est ce que dans mon livre j'appelle l'homo togolensis, c'est-à-dire quand vous étudiez l'homme togolais, il y a ce que j'appelle la stratégie de je t'étrangle jusqu'à ce que la mort ne s'en suive. Nous ne savons pas lâcher prise au Togo. Quand il y a un problème, ça devient définitif. On ne sait pas pardonner, on ne sait pas dire ok, il y a un problème, c'est grave, mais on va s'entendre et on va aller au-delà de ça. On ne sait pas comment ça se passe au Togo, mais nous n'arrivons pas à endiguer les problèmes. Un petit problème, ça devient un grand problème et définitivement. Vous avez vu l'UFC, il y a eu une crise. Personne au sein de l'UFC ou de la classe politique n'a pu empêcher la scission de l'UFC, qui était pourtant un grand parti. Le quart aujourd'hui, on est au bord de la scission. Parce que personne n'est capable de dire non. Le sceptre de la fraternité ne se brise jamais. Il peut plier, mais ne peut pas voilà. Donc nous ne savons pas aller au-delà. Toute crise devient un blocage définitif. On n'a pas d'autorité morale peut-être qui pourrait peut-être essayer de calmer les gens. Oui. Comme on le voit par exemple au Ghana avec le roi des Argentines, au Toufo, au Burkina avec il y a ça, parce qu'il y a notre histoire socioculturelle aussi qui fait que ça. Et puis, donc le Togo n'a jamais été vraiment le fief d'un vrai royaume ou d'un ensemble qui a perduré. Et puis il y a aussi l'élément politique qui a fait que pendant longtemps, le président Yadeva a construit aussi son régime pour n'être que la seule autorité de référence. C'est aussi dans sa stratégie de mettre le pays en ordre, mais ça a privé le pays justement donc d'une autorité morale aujourd'hui. Est-ce que selon vous, l'opposition reconnaît vraiment que son adversaire c'est le parti au pouvoir, ou c'est encore une classe opposante qui est considérée comme son adversaire? Alors, c'est compliqué comme question. Je sais que l'opposition a plusieurs courants à l'intérieur. Il y a deux grands courants à l'opposition. Il y a les radicaux autour de l'ANC qui sont dans la posture symboliste. Il n'y a rien à faire. Si on doit venir, il faut qu'on nous écoute. C'est nous qui allons prendre le pouvoir. Vous ne signifiez rien. Vous devez vous ôter de la conscience. Et c'est l'intransigeance selon vous? Il y a l'intransigeance de la part de l'ANC, ce que j'ai toujours regretté. Et du coup, ça braque le pouvoir. Ça braque aussi le pouvoir. Et puis il y a ceux qui sont au milieu, un peu au milieu de l'échiquier, qui disent bon, c'est vrai, il y a des choses à reprocher au pouvoir en place, mais essayons de nous rapprocher, essayons de grappiller les choses les unes après les autres. Et c'est la branche Agbomé. Oui, on peut parler d'Agbomé, mais on a d'autres partis aussi qui sont autour de ça. À un moment donné, le quart a pensé plutôt vers ce côté-là. J'ai souhaité aussi, j'ai pu comprendre que la CDPA, avec Brigitte Adjamabo Johnson, avait voulu faire le basculement, mais après s'est replié. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrive à... le Togo ne se construira pas à gauche ou à droite, le Togo se construira au centre. Quand tous les Togolais se sentiront filles et fils d'un même pays et qu'ils accepteront de parler ensemble. Le radicalisme d'un côté et l'intransigeance de l'autre, ça va faire qu'en fait, à un moment donné, on ne pourra pas se parler. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une ligne de partage entre les deux. Et il faut dialoguer, c'est ce que j'ai appelé l'écuménisme politique, aussi difficile que ça soit. Est-ce que M. Jonas Siliadin a des ambitions politiques? Deuxième question, Togo, démocratie impossible, 2 ans après, quel est l'impact? Je vais répondre à la deuxième question avant la première. Togo, démocratie impossible, je pense que le livre fera encore sa vie.
je pense que les gens ont vite passé sous silence le message que je voulais porter. Je précise que c'est pas pour des raisons commerciales que j'ai écrit ce livre. Je ne touche pas puisque c'est un livre qui a été publié à compte d'éditeur, c'est pas à compte d'auteur. Donc je ne touche pas de revenus sur le livre ou la vente du livre. L'éditeur a pris le risque de le publier et bon, ça rentre, c'est avec son argent. Mais c'était un message que je voulais passer et je voulais aider la classe politique à avancer. Ce n'est pas un livre pour l'opposition ni un livre contre le pouvoir, c'est un livre pour tous les Togolais. Donc je voulais les aider à avancer, à voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'aujourd'hui, comme mes théories et mes hypothèses ont été vérifiées, je pense que dans les prochaines années, ceux qui voudront renouveler la classe politique se référeront à ce livre, pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, hein, c'est parce que je pense que l'avantage que j'ai, c'est ce que disait Junior, c'est que moi, je suis ici issu de la maison, j'étais du RPT, j'ai vu les choses de l'intérieur. Après, nous avons passé un moment avec l'opposition pendant notre année d'exil, entre guillemets, ce qui fait que je connais les deux camps. Et en même temps, je suis encore très jeune par rapport à mes aînés, pour ne pas avoir des problèmes de personnes avec les uns et les autres. J'ai des relations cordiales avec Abouibo, par exemple, je peux l'appeler et lui poser des questions. Monsieur Adouam Adimados a été mon enseignant, mon professeur à l'université, je peux l'appeler, je peux discuter avec lui. Agouamé, c'est mon aîné, c'est mon ancien patron. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut que je peux le faire. Moi, je peux. Donc, j'ai cet avantage. C'est pour ça que ce message est important. Je peux l'écrire de façon objective. Ok. Et ça, c'est la première question. Ambition politique. Je serais un menteur si je répondais pas à la négative. On ne occupe pas le poste de chef de cabinet à 27 ans pour dire à 45 ans qu'on n'a pas d'ambition politique. J'ai toujours de l'ambition politique, mais je veux préciser un truc. Ce n'est pas une ambition pour ma petite personne. À chaque jour, chaque fois que je pense à la politique, je fais une prière très simple. Je dis au principe maintenant, je dis si tu penses que en me mettant dans une certaine position, je vais agir pour la multitude, pour tous les Togolais, alors facilite-moi le travail. Bientôt un nouveau parti politique? Non, jamais. Enfin, jamais. On ne dit pas jamais, jamais. Mais l'objectif pour moi, c'est pas de... Non, je ne pense pas qu'il faille créer encore d'autres partis politiques. Ça va créer encore plus de scissions. Donc peut-être un jour, on verra sous la bannière de notre parti, vous prendrez une autre politique. Possible. Mais on n'est pas obligé de créer un parti non plus pour se porter à un poste on peut être indépendant aussi. Officiel, sauf si on veut être président ou de la République. Même on veut être président, on peut être candidat indépendant. Indépendant, vous voyez. Donc, on l'a vu avec Patrick Talon. Oui, voilà. Et qui a gagné en plus. Qui a gagné. Alors, vous avez peut-être sorti un nouveau livre qui s'appelle Comprendre la banque et son environnement en zone euro. Là, c'est votre domaine, puisque vous êtes spécialiste consultant en banque et finance. Alors, qu'est-ce que si on veut avoir une idée là-dessus avant de boucler? Alors, vous savez qu'il y a eu dans la sphère financière une grande crise qu'on a appelée la crise des subprimes qui a démarré en 2007-2008, puis qui s'est transformée en Europe en une crise de dette souveraine pour la crise de la dette grecque, mais aussi de l'Espagne, de l'Irlande et du Portugal. Donc cette crise nous a appris beaucoup de choses sur les travers du système de la supervision bancaire. Donc à l'échelle internationale, il y a eu des transformations sous l'égide du G20, avec la création du comité de stabilité financière, et il y a eu des répercussions au niveau du comité de Bâle, qui est sous la responsabilité de la Banque des règlements internationaux. Il y a aussi des transformations au niveau de l'Union européenne et de la zone euro par la suite. Donc dans toutes ces transformations-là, ce que j'ai voulu faire, c'est de faire un état des lieux post-crise, de tout ce qui a changé, de tout ce on a fait évoluer en termes de supervision bancaire et en termes de politique monétaire. Vous avez sans doute entendu parler de politique, de mesures non conventionnelles de la politique monétaire. Donc j'ai décortiqué un peu tous les mécanismes qui ont été mis en place, toutes les mesures qui ont été mises en place, notamment avec un des programmes qui a failli créer une crise au sein de la zone euro, puisque selon l'Allemagne, cela revenait à financer les États, ce qui était contraire au statut à la mission de la BCE, mais finalement ça s'est bien passé. Mais globalement, comme ça, faire une revue du système de la supervision bancaire en zone euro. Pourquoi vous êtes intéressé à l'Europe ou pas à l'Afrique? C'est une bonne question. C'est parce que j'ai enseigné pendant 10 ans, vous venez de le dire, dans une université française et que j'ai voulu dans ce milieu-là avec des amis, des collègues avec qui on a des échanges. Donc ça a été un premier pas. Mais il y a un projet que je vais écrire prochainement un livre sur la zone UEMOA et la zone CEMAC si j'ai le temps, puisque j'ai l'occasion de voyager, d'aller dans ces pays-là. Donc je connais un peu aussi la situation de la... Un peu, c'est une précaution, mais je connais bien la situation de ces... Et d'ailleurs, en début d'année, on a écrit un livre avec une vingtaine d'experts africains sur la finance
en Afrique et les acteurs de l'émergence. Donc je m'intéresse aussi à l'Afrique. Oui, justement, par rapport à l'émergence et par rapport à l'euro, justement, est-ce que vous pensez qu'avec une monnaie comme le franc CFA, les pays africains membres de la zone CFA peuvent aspirer à l'émergence par leur lien avec l'euro qui est une monnaie très forte? Eh bien, il faut juste prendre l'exemple de ces 16 dernières années. Depuis le début du 21e siècle, les pays africains majoritairement ont un taux de croissance qui fait pâlir les pays européens. Notamment, si vous prenez l'UEMOA, le taux de croissance dans l'UEMOA est autour de 4% depuis plusieurs années. Le Togo est à 5%. Ça voudrait dire que avec une monnaie, un arrimage comme ça, on parvient quand même à créer de la richesse. Je sais qu'il y a un débat de fond là-dessus, mais encore une fois, nos amis, nos aînés, nos économistes, nos spécialistes ont une façon d'aborder le problème africain aujourd'hui qu'il faut dépasser. On a comme l'impression qu'il y a un complexe de l'ancien colonisé qui veut prendre sa revanche sur l'ancien colonisateur. De sorte que les postures sont des postures symboliques et pas des postures suffisamment de fond. Parce que quel que soit le régime monétaire qu'on va adopter, arrimage à l'euro ou change flottant, enfin arrimage flottant, on aura toujours une problématique il y aura toujours des avantages et des inconvénients, quel que soit le régime monétaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'inconvénient, c'est que nous ne disposons pas de la souplesse pour corriger, ajuster la valeur de notre monnaie, et que comme l'euro est une monnaie chère, une monnaie forte aussi, les produits de la zone UEMOA sont peu compétitifs, sont relativement peu compétitifs par rapport aux autres. Notamment si vous prenez le Bénin qui est frontalier avec le Nigeria, lorsque le Naira se déprécie, ce qui a eu le problème qu'on a eu récemment, eh bien ça pénalise. Mais ça, son avantage, c'est que nous avons une monnaie qui est sérieuse, qui est suffisamment forte et qui permet de pouvoir faire qui nous affranchit des inconvénients de la convertibilité et de l'instabilité de la fluctuation, parce que le marché d'échange, c'est un marché très spéculatif. Première chose. En fait, en Afrique, c'est vrai que c'est légitime de pouvoir avoir sa propre monnaie, c'est normal. Encore faut-il que nous ayons les moyens de le faire. Aujourd'hui, nous avons amorcé une dynamique de croissance. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut introduire encore une nouvelle problématique qui serait liée à la monnaie? Et ce que Moubouko appelle la servitude volontaire, c'est vrai, mais si nous ne faisons pas attention, nous allons passer de la servitude volontaire à l'incertitude volontaire. C'est ça qu'il faut éviter. Ce qu'il faut changer, en un mot je vais vous le dire, parce qu'il y a un vrai sujet effectivement, c'est qu'il faut qu'on fasse en sorte que nos économies soient suffisamment résilientes, suffisamment diversifiées pour s'adapter à la monnaie. Il ne faut pas adapter la monnaie à l'économie. C'est aussi un point de vue. Dans ma langue maternelle ou dans mon air culturel, on dit quand les chaussures ne vont pas aux pieds, c'est pas les pieds qu'il faut couper. Il faut faire évoluer. Il faut changer les chaussures. Il faut faire évoluer nos paradigmes économiques de sorte à pouvoir arriver là. Sur le plan monétaire, le problème se trouve sur l'objectif de politique monétaire et non sur le régime monétaire. Et justement, par rapport à la diversification des économies au niveau de la zone, on sait qu'il y a les accords de partenariat économique entre l'Afrique et l'Europe qui se dessinent. Quel est votre avis là-dessus? Alors, ce qu'il faut globalement en Afrique, c'est qu'il faut qu'on développe le secteur intermédiaire, le secteur secondaire, c'est-à-dire tout ce qui est petite et moyenne entreprise, transformation. C'est ça qui manque aujourd'hui. Par exemple, c'est l'agriculture, le secteur primaire qui crée beaucoup d'emplois au Togo. Mais le secteur primaire, comme vous le savez, quelle que soit la politique qu'on mettra en place, c'est vrai que ça pourrait être dopé, mais on est toujours tributaire de deux choses, les aléas climatiques et le prix des matières premières à l'export. Mais il faut apprendre à transformer nos produits sur place pour pouvoir briser la cyclicité, la procyclicité de ces éléments-là et leur poids sur notre économie. Vous prenez, je sors de l'UEMOA, je parle de la CEMAC. Le repli du prix du pétrole a fait chuter le PIB de la CEMAC de plusieurs points. Ça montre bien que le pétrole occupe trop de place dans l'économie de ces États-là. Le Gabon, la Guinée, le Tchad, le Congo-Brazza. Donc il faut qu'on fasse en sorte qu'il y ait une diversification. Le secteur des services est très présent, il faut le complexifier, il faut le faire grandir, mais il faut de la transformation. Il faut réorienter aussi le système d'éducation dans nos pays. Partout où vous passez en Afrique aujourd'hui, tout le monde parle de master, de LMD, tout ça. C'est bien, mais pourquoi vous voulez que tout le monde ait le master? Pourquoi vous voulez que tout le monde ait le doctorat? La maîtrise classique et la licence classique sont abandonnées. Mais faites en sorte que les gens soient bons dans des filières techniques, industrielles, soient capables de fabriquer des appareils pour résoudre nos problèmes, pour faire de la confiture, pour faire des cossettes et tout ça. C'est comme ça qu'on va avancer, mais on va vers des choses. Donc il faut diversifier nos économies, mettre en place des
des règles de gouvernance qui favorisent la saine gestion et construire la résilience de nos économies. Ça, c'est très très important, il faut diversifier. Et puis créer l'interdépendance entre les zones. Il ne faut pas que le Niger et le Sénégal se positionnent sur le même secteur. Ça va créer de la concurrence inutile. Voilà. Alors, vous m'avez de dire un mot sur le scandale financier. Wassem Gate, avant qu'on se sépare, parce que vous êtes économiste, c'est votre domaine. Alors, qu'en dites-vous sur l'évasion fiscale que la presse a révélée concernant Wassem Togo? C'est inadmissible, c'est grave. Et il ne faut surtout pas que le pouvoir ou les autorités du pays se taisent sur ce sujet-là. Il faut que le gouvernement puisse commanditer des audits pour clarifier la situation et s'il y a lieu saisir le Parlement pour une enquête et aussi la justice pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire-là. Parce qu'il y va de l'image, de l'honneur de notre pays, parce que ça ne serait pas bien pour l'économie, pour nos opérateurs économiques, pour tous ceux qui font du business avec le Togo, que le Togo soit classé parmi des États voyous. Donc, et ceci par la faute des gens qui sont venus travailler chez nous. Déjà, le Wassem pose deux problèmes. Il ne devrait pas être dans la zone franche, parce que c'est du minerai. Il ne devrait pas écouler plus de les produits, plus de 20% ou 30%, je ne sais plus, 20% sur le marché. Or, aujourd'hui, 70% ou plus même sont déversés sur notre marché. Donc ça pose un vrai problème. Et puis les gens ne nous respectent pas. Moi, vous prenez nos familles, si les gens viennent dans votre maison et qu'ils ne vous respectent pas, vous les mettez dehors. Donc à un moment donné, il faut clarifier les choses et poser les problèmes tels qu'il faut. Les Togolais ne sont pas des sous-hommes de l'humanité. Nous sommes sur la terre de nos aïeux, nous sommes des gens fiers et qui faisons notre travail tous les jours. Donc il faut à un moment donné qu'on apprenne à nous respecter. Et les premières autorités du pays doivent garantir aux Togolais le respect de leurs droits et de leur honneur. Merci à M. Jonas Komla Siladin. Je rappelle qu'il est consultant en banque et finance. Il a été aussi beaucoup politique. Alors, l'émission s'achève ainsi. On vous laisse l'occasion de placer le mot de fin. Ce que je voudrais dire, c'est qu'un pays n'avance que s'il arrive à trouver l'équilibre entre deux choses fondamentales, l'ordre et la justice. Il faut que les premiers dirigeants puissent promouvoir l'ordre et garantir la justice. Or, au Togo, globalement, aujourd'hui, l'ordre est molle et la justice équivoque. Ça, c'est un danger pour l'avenir. Il faut que les premiers dirigeants puissent travailler à cela. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi Talk Talk de ce lundi 29 août 2016. L'émission s'achève ici. La rediffusion, c'est ce soir à 22h30 sur LCF City FM, aussi sur le www.lcftogo.com. Merci à tous les amis qui nous suivent partout dans le monde entier. Vous êtes très nombreux, on a vos remarques, vos observations. Nous sommes très satisfaits de votre fidélité également. Merci à Elo Machisobé, merci également à Sigil BTP. Mesdames, Messieurs, prochain rendez-vous mercredi, 10h en direct sur LCF City FM. Portez-vous bien.